Bonjour Claude Moniquet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Alors selon le Figaro, depuis janvier 2025, la France a procédé à l'expulsion de 64 individus radicalisés inscrits au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. D'abord, si on compare ce chiffre avec les années précédentes, c'est en augmentation, en baisse ? Alors c'est en augmentation. Il y a ça pose d'ailleurs une question, c'est que c'est très bien de les expulser, je m'en félicite, mais on se demande évidemment pourquoi ça n'a pas été possible avant et pas sur la même échelle. À quel moment précis un profil entre dans le qualificatif de radicalisation ? En fait, ça répond à différents critères, bien entendu. Et le principal critère, c'est celui de la dangerosité. En elle-même, la radicalisation n'est pas un délit. On peut avoir des idées radicales tant qu'on les exprime, j'allais dire de manière modérée. C'est un peu contradictoire. Mais tant qu'on n'appelle pas au meurtre, tant qu'on n'appelle pas, on ne diffuse pas des messages de haine, tant qu'on n'appelle pas, tant qu'on ne stigmatise pas des groupes de population, comme par exemple la communauté juive. C'est très difficile de poursuivre. À partir du moment où il y a une ébauche de passage à l'acte, même de passage à l'acte verbal, de messages de haine et de propagande, là on entre dans la radicalisation. Mais c'est évidemment très difficile pas à déceler, mais très difficile à suivre. Surtout parce qu'on parle, là on a quelques dizaines d'expulsés, mais on parle de milliers, voire de dizaines de milliers de radicaux en France. Dans quel type de lieu on repère le plus de signes de radicalisation aujourd'hui ? L'islamisme radical, puisque c'est de ça qu'il s'agit en l'occurrence, a fortement évolué dans ses modes de fonctionnement et de radicalisation précisément et de propagande depuis 25 ans. Il y a 25 ans, on sait, il n'y avait pas de réseaux sociaux d'abord, et puis on faisait la chasse aux radicaux dans les mosquées radicales, et plus exactement dans ce qu'on appelait l'islam des caves et des garages, l'islam informel, qui échappait au contrôle même de la communauté musulmane elle-même. Aujourd'hui, ça s'est déplacé et c'est essentiellement dans les réseaux sociaux, mais pas seulement dans les réseaux sociaux, puisque, en tout cas pour la frange violente, la frange la plus activiste des radicaux, on constate par exemple, surtout chez les jeunes et les très jeunes, des échanges qui se font par exemple dans des salons de discussion de plateformes de jeux, voire parfois dans des salons, dans des groupes de discussion autour de messagerie pornographique. Ça s'est totalement dilué et c'est d'autant plus difficile à déceler. Claude Moniquet, quel rôle peuvent jouer les collectivités locales dans le repérage ou la prévention de la radicalisation ? C'est assez difficile parce qu'en fait, il faut les signes évidents de radicalisation. Si quelqu'un dans l'espace public se répand en discours de haine et en discours radicaux, évidemment, ça va finir même très vite, parfois par être repéré par les polices municipales, par la police nationale, bien entendu, si elle passe par là, par les employés municipaux, par les fonctionnaires des collectivités et par les gens eux-mêmes qui peuvent faire des signalements. Maintenant, si c'est dans des milieux plus fermés, dans des messageries cryptées et par exemple aussi dans des groupes fermés sur des messageries comme WhatsApp ou comme Telegram, ça devient beaucoup plus compliqué. Et comment se déroule la collaboration entre la DGSI, le ministère de l'Intérieur et les préfectures pour accélérer justement les expulsions concrètement ? Ça, en fait, concrètement, on l'a vu dans le cas des Hauts-de-Seine. D'abord, il faut. Alors, tous les préfets sont bien évidemment au courant du problème, mais après, il y a très clairement une implication personnelle du préfet. Il faut que l'exemple vienne d'en haut. Dans les Hauts-de-Seine, avec le préfet Brugère, on a quelqu'un qui d'abord a occupé des fonctions importantes. Il a été chef de cabinet de M. Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur. Il est lui-même un spécialiste de l'islam radical puisqu'il a écrit entre autres un livre sur cette question. Donc il est particulièrement sensible à cette problématique.
Ce n'est pas le cas de tous ses collègues. Et puis il y a aussi certainement dans certaines préfectures des préfets qui doivent se dire que le problème les touche moins. Il y a probablement moins de radicaux dans la Creuse que dans la Seine-Saint-Denis. Donc c'est une question c'est sans stigmatiser la Seine-Saint-Denis, entendons-nous bien. Mais c'est donc une question à la fois de proportion et de motivation du préfet et du cabinet, parce que l'impulsion vient de l'État, ça c'est déjà très très bien. Avec Bruno Retailleau, on a franchi des étapes importantes, mais après il y a des courroies de transmission, elles doivent toutes fonctionner. Et si à un moment donné il y a une courroie de transmission au niveau d'une préfecture qui fonctionne moins bien ou plus lentement, ben ça va ralentir tout le processus. Je précise pour les auditeurs d'Europe 1 que le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l'expulsion de 4 individus soupçonnés de radicalisation rien qu'en juillet dernier. C'est quand même un chiffre important juste sur un seul mois. Quels sont les pays d'origine, Claude Moniquet, les plus concernés par ces expulsions et quels sont aujourd'hui les vrais blocages diplomatiques ? Les pays les plus concernés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour une raison très simple, c'est qu'on a assisté depuis la disparition de la territorialité du groupe État islamique, qui est aujourd'hui le principal vecteur, en tout cas cette mouvance État islamique est le principal vecteur de la radicalisation islamiste. On a assisté à un éparpillement en tout cas de la version djihadiste du radicalisme. On en a partout aujourd'hui, entre autres par exemple en Afrique, ce qui était dans le temps limité essentiellement à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique de l'Est. On le trouve maintenant en Afrique centrale, au Congo, au Burundi. Donc ça peut venir de toutes les communautés étrangères. Ça peut bien entendu aussi venir de Français, ou de Français d'origine musulmane ou de Français convertis. Mais il y a quand même une prépondérance de l'Afrique du Nord en France. Et là, on a un problème très sérieux que tout le monde connaît. Les expulsions qui ont eu lieu dans les Hauts-de-Seine ont été possibles parce que c'était des ressortissants marocains et tunisiens et que Rabat et Tunis ont joué le jeu. Les ambassades ont délivré les laissez-passer consulaires qui permettent l'expulsion, le retour dans le pays d'origine. Mais l'Algérie, tout le monde sait que l'Algérie ne délivre pas ces laissez-passer et que donc on est bloqué. D'ailleurs, justement, je rebondis sur ça. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'expulser une personne dont le pays d'origine est en guerre ou en tout cas considéré comme dangereux sans violer la Convention de Genève ? Eh bien, c'est une excellente question parce que certains pays le font. Certains pays le font. Alors, c'est difficile, mais par exemple, après les attentats au couteau qu'il y a eu en 2024 en Allemagne, l'Allemagne a annoncé officiellement, publiquement, qu'elle allait recommencer à expulser des Afghans et des Syriens vers leur pays d'origine, alors que c'était totalement exclu jusqu'à présent. Et ça s'est fait. Alors ça s'est pas fait sur des chiffres énormes. Enfin, on parle quand même de dizaines de personnes qui ont été ramenées, renvoyées dans leur pays. Donc c'est possible. Bien entendu, là intervient un deuxième problème. C'est la polarisation qui peut exister dans la classe politique de chaque pays. Ça a été possible en Allemagne parce que d'ailleurs ces propositions ont été faites à l'origine par un gouvernement qui était un gouvernement de centre-gauche et avec une ministre qui était une ministre social-démocrate du SPD, Nancy Faeser, qui était ministre de l'Intérieur. En France, le gouvernement pourrait tout à fait le faire. Comment réagirait le Parlement dans une situation où la majorité, quand même, en admettant qu'on puisse parler d'une vraie majorité, la majorité est quand même instable, ça resterait à démontrer. Donc, c'est un autre problème, bien entendu. Frédéric souhaitait réagir au Standard d'Europe 1. Bonjour Frédéric. Bonjour, vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien. Bienvenue Frédéric. Vous nous appelez d'où ? Habituellement de Paris, mais là je suis en vacances en province. Très bien. Alors, votre avis sur le sujet, vous souhaitiez réagir ? Je pense que le sujet des
64 individus radicalisés ont été expulsés par Beauvau depuis janvier 2025. Alors justement, Claude, notre auditeur Frédéric nous expliquait que pour lui, en fait, le problème dans la radicalisation n'est pas la religion forcément, et ça pose une vraie question. Où placer la limite entre prévention et stigmatisation ? Mais oui, bien sûr. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on va avoir, par exemple, dans la radicalisation islamiste, on a plusieurs types de radicalisation. On a bien sûr la radicalisation à portée terroriste. Là, c'est assez facile, d'une part, enfin pas à détecter. Il faut trouver les gens, mais une fois qu'on les a trouvés, on détermine assez rapidement leur profil, et ça pose ce problème à personne. Si quelqu'un appelle à commettre un attentat, il est évident qu'il tombe sous le coup de la loi. Mais si vous avez des gens, par exemple, de la mouvance frériste, de frères islamistes, qui n'appellent pas à la violence, mais qui appellent à à vivre un islam beaucoup plus conservateur, avec toute une série d'interdits, par exemple sur les contacts avec les femmes, la propagande pour le voile, etc. Est-ce qu'on est ou pas en face de la radicalisation ? Ce sont des choses qui doivent être déterminées. Mais je voudrais revenir sur autre chose qu'a dit Frédéric, qui est très important. C'est que il insistait sur le fait qu'on ne doit pas admettre n'importe qui sur notre territoire. Et ça, c'est fondamental. La lutte contre la radicalisation, elle commence par là, ne pas laisser entrer n'importe qui. Or, que se passe-t-il aujourd'hui ? On voit très bien, dans un cas où les choses étaient relativement aisées, le cas des fameux exfiltrés de Gaza, qui sont moins de 300, donc c'est pas une masse innombrable. Eh bien, on nous a dit qu'il y avait eu une sélection très stricte, d'une part, et un filtrage très très strict. On se rend compte qu'il y a au moins 3 personnes sur ces 280 ou 292 qui sont porteuses de discours antisémites et quasiment pour certains et même tout à fait pro-nazis, et ça n'a pas été détecté alors que c'était un petit groupe de personnes. Quand on est en face de milliers de gens qui veulent entrer en France, comment est-ce qu'on fait ? Pour le moment, ce qu'on va faire pour ceux qui sont dans le processus légal, c'est examiner les antécédents judiciaires. Mais est-ce qu'on vérifie leurs publications sur les réseaux sociaux, etc. Pour le moment, non. Or, il est évident que ce filtrage devrait être fait de manière à écarter dès avant l'entrée sur le territoire les gens qui peuvent présenter un risque d'évolution radicale. Oui, bien sûr, l'amont est très important, mais il y a aussi une question que beaucoup de Français doivent se poser. Que devient un individu une fois expulsé ? Est-ce qu'il y a vraiment un suivi à l'international ou est-ce qu'on perd sa trace ? Une fois expulsé, j'enfonce une porte ouverte, je ne l'ai pas dit ça. D'une fois expulsé, il n'a évidemment pas vocation à revenir en France. En tout cas, à terme, il y a des expulsions définitives, il y a des gens qui sont interdits du territoire pour un nombre déterminé d'années. Mais le suivi est difficile, parce qu'une fois qu'ils sont expulsés, par définition, ils ne sont plus sous la juridiction française. Ils échappent quand même en grande partie à notre vigilance, sauf pour la vigilance de nos services, sauf pour les cas les plus identifiés et les plus graves. Et donc, tout repose sur les pays d'origine, sur les pays qui les ont accueillis. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça impose également, la lutte contre la radicalisation impose également une collaboration étroite avec les pays d'origine et avec les pays de transit. Mais ça va sous-entendre deux choses, que ces pays aient la capacité d'effectuer cette surveillance et ces signalements et d'assumer ce rôle de coordination et de coopération avec nos services, et puis qu'ils aient la volonté de le faire. Restez avec nous, Claude Modica. On va remercier déjà dans un premier temps Frédéric d'avoir